Tiré à balles réelles pendant un tournage de cinéma, axer toute sa filmographie sur la Seconde Guerre mondiale ou se passionner pour les remakes, voilà le genre de cinéaste qui passionne Frédéric Saugère. Bonsoir, vous êtes notre invité. Il présente ce soir à l'Utopia Cinéaste à tout prix dans le cadre du Festival international du film grolandais. Alors qu'est-ce qui vous intéresse tant chez ces cinéastes atypiques ? C'est leur passion du cinéma, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix faire des films, d'où le titre Cinéaste à tout prix. Et ils arrivent à fédérer autour d'eux des équipes, des acteurs, amateurs, mais qui viennent de toutes les couches de la société. C'est-à-dire que c'est en Belgique que ça se passe. Hein. Déjà, faut le souligner, c'est une histoire belge, mais vraie. Et donc, il y a par exemple un sénateur belge, Tendance Chevènement, c'est l'équivalent, qui accepte de jouer le rôle d'un sénateur romain dans un péplum. Je ne sais pas si Chevènement accepterait l'équivalent en France. On aimerait voir ça. Il y a un ouvrier, il y a un sacristain, il y a une inspectrice de police, et tous, ils se retrouvent autour de cette passion du cinéma pour faire des films, pas pour un film, mais pour 10, pour 15, pour 20 films pendant 10, 20, 30 ans, des longs métrages, faits sans argent, et avec des moyens de diffusion alternatifs. Donc j'ai fait un documentaire là-dessus. Et oui, vous avez réalisé ce film. Est-ce qu'on pourrait dire que ces gens-là sont un peu comme des Jean-Pierre Mocky? Jean-Pierre Mocky est encore connu, mais ces gens-là travaillent pour 400 personnes, pour des publics un peu obsessionnels. Est-ce que vous, justement, ce qui vous intéresse, c'est l'obsession du cinéma? C'est la passion du cinéma, et ce qui me fait rêver, moi, dans le cinéma, c'est que c'est un art populaire qui peut réunir toutes les couches de la société. Et on a besoin de ça, je pense. Il y a un côté politique dans le cinéma. On est à Toulouse, c'est Serge Regour qui est un des premiers à avoir vu, par exemple, le film Cinéaste à tout prix. Et je pense qui est professeur d'université à Toulouse. Ouais. Voilà, et donc je pense que c'est important qu'il y ait ce lieu magique qu'est la salle de cinéma, où tout le monde puisse se retrouver autour du plaisir d'un film, de partager un imaginaire. Alors pendant que l'on regarde un extrait de ce qui passe ce soir donc à l'Utopia, votre film, vous serez là-bas d'ailleurs pour défendre le film juste après la projection. Est-ce que justement ce qui vous intéresse aussi, c'est tous ces gens qu'on ne voit jamais, ce qu'on appelle le hors-champ du cinéma, peut-être les pauvres, peut-être les asociaux, tous ces gens-là? Non, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il n'y ait pas qu'on sorte des a priori. Je pense qu'on a tous des a priori, les spectateurs, les critiques, les personnes qui font des cinémas, et donc d'être ouverts à plein de cinémas différents. Et là, par exemple, ces cinéastes, avant que je fasse le documentaire sur eux, ils n'étaient pas repris dans les encyclopédies, ils n'étaient pas repris à la cinémathèque, alors qu'ils ont fait plein de longs métrages. Et c'est pour ça qui m'a intrigué, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors votre vie est dédiée au cinéma. Vous êtes aussi demain dans la librairie BD Ciné, dans l'après-midi, pour parler d'un livre qui s'appelle Le fantôme de Truffaut, une initiation au cinéma, c'est ce livre-ci. Et dans ce livre, finalement, vous parlez de vous, qui dès l'âge de 15 ans avez voulu être cinéaste. Vous avez eu des lettres de François Truffaut qui vous a donné peut-être des conseils pour être cinéaste. Donc votre vie est toute en dévotion à cet art. Oui, alors si j'ai voulu faire ce livre, c'est pour parler des coulisses du cinéma, parce que je pense qu'il y a quelque chose de romanesque. Tout ce que je raconte, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu, mais j'espère que ça dépasse mon propre parcours, parce que je pense qu'il y a un point commun à tous les réalisateurs, quoi qu'on pense de leur film, c'est qu'il y a un côté épique. Il y a un combat pour faire un film. Et il n'y a jamais de long fleuve tranquille. Et donc il y a plein de questions, d'aléas, évidemment, liées à la production, liées à la diffusion, au rapport aux acteurs, à l'équipe. Et donc j'avais envie que ce côté romanesque transparaisse dans le film et qu'il puisse s'intéresser à la fois à ceux qui ont envie de faire des films et puis ceux qui sont des simples spectateurs et qui puissent voir l'envers du décor. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important dans le cinéma, c'est justement de raconter une histoire et de voir comment on peut trouver un financement et arriver à ce que les films soient diffusés. Et c'est ce que je vis comme cinéaste, il y a plein d'autres réalisateurs qui le vivent aussi. Sur ce rapport réalisateur-acteur, on s'imagine, quand on est un peu extérieur à ce monde-là, que le lien vient forcément dans ce sens-là. Il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas. Vous avez quelques anecdotes, il semblerait, où le rapport de force s'inverse. Expliquez-nous comment ça se passe. Ce que j'ai voulu dans le livre, j'espère ne pas avoir été complaisant avec moi-même, ça c'est la pire des fautes qu'il faut éviter, mais non plus pas complaisant avec les autres, c'est-à-dire raconter vraiment les choses telles qu'elles se passent. Par exemple, il y a des anecdotes sur ce que j'ai vécu avec Benoît Poelvoorde, il y a donc des personnes célèbres que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est-à-dire Poelvoorde qui vous aime et qui vous lâche en même temps. C'est quelqu'un de très curieux, que moi j'estime d'abord, la première chose c'est que je pense que c'est un très très grand acteur, l'un des plus grands acteurs de sa génération, mais il vient, donc j'ai une double casquette, je suis également professeur à l'université, il vient à la rencontre de mes étudiants, je ne parle pas du tout de mes films ni de mes livres, et tout à coup il dit mais il faut absolument qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un film devant le public des étudiants, et puis après quand c'est pour le passage à l'acte,
il n'est plus là. Et donc Benoît Poelvoorde est peut-être la seule personne au monde, j'espère que ce sera la seule qui, quand il me voit, part en courant comme si j'avais la peste. Parce que je pense qu'il n'arrive pas à affronter le fait qu'il ait dit quelque chose et puis qu'il ne tienne pas parole ensuite. C'est comme une rencontre ratée. Ouais. Et le cinéma, c'est des rencontres réussies, parfois, le plus souvent possible, mais aussi parfois des boires et des boires, vous disiez. Mais je pense qu'il n'y a pas de boire sans déboire. C'est les deux ensemble. Les déboires et les boires qui se renvoient l'un à l'autre. Ce qui est fascinant, vous disiez, vous avez une double casquette. C'est-à-dire que vous êtes professeur, donc vous étudiez le cinéma et à la fois vous vous plongez dedans. C'est-à-dire que vous connaissez plein de gens. Vous avez rencontré Arletty, vous avez fait en sorte que Gainsbourg tourne dans un court-métrage, je crois que c'est le premier court-métrage que vous tournez. Vous étiez tout jeune, c'est-à-dire que vous ne lâchez jamais. Vous avez rencontré Édouard Baird, Elie de Medeiros, que sais-je encore. Et à chaque fois, en fait, qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous avez des Truffaut à l'époque. Il faut tenir et s'adapter. Est-ce que vous tenez et vous adaptez? Est-ce que vous avez réussi à faire ça, en fait? C'est pas à moi d'en juger, mais je pense que la première qualité d'un cinéaste, au-delà du fait qu'il ait du talent ou pas, c'est aux critiques et aux spectateurs d'en juger, mais c'est d'être tenace. Ouais. Il y a une pugnacité. On n'arrive pas à faire des films si on ne se bat pas pour les faire. C'est vrai, quand on lit votre livre, on sent que vous êtes une sorte de pot de colle, quoi. Jamais vous ne lâchez rien, quoi. La dernière question. Ouais. Un pot de colle, je ne sais pas, mais c'est vrai que par exemple, quand j'avais 18 ans, que j'ai fait ce film avec Gainsbourg, Yves Mourouzi m'a invité au journal télévisé de TF1 et il m'avait dit que j'étais celui qu'il avait le plus harcelé pour être au journal télévisé. Donc je ne sais, mais en même temps, il était ravi de me recevoir. Et juste avant, il y avait les Rolling Stones qui recevaient. Et donc c'est formidable. Aujourd'hui, on le fait ici à Toulouse, mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus dans un monde formaté où il n'y a pas d'ouverture à la diversité. Tout est possible sur Internet, mais il faut que tout soit possible également dans les grandes salles et dans les grands médias. Ok, merci. Voilà un message que vous pourrez faire passer peut-être ce soir à l'Utopia. Donc.